Je trouve qu'il n'y a rien de plus fascinant que de découvrir un pays à travers sa culture, son folklore, et notamment le folklore autour de l'horreur. Sachant que chaque pays a le sien, chaque pays a ses légendes, et des fois il y a des ressemblances étranges qui se croisent entre les cultures, entre les légendes. Et celles qu'on va explorer aujourd'hui sont selon moi les plus uniques, étranges et même dérangeantes de toutes celles que j'ai pu découvrir. La culture japonaise regorge de créatures mystiques, de légendes effrayantes, de démons. Et en général, toutes ces créatures et ces démons sont regroupés dans une catégorie qu'on appelle les yokai. Ce terme peut se traduire par fantôme, esprit, démon ou même phénomène surnaturel. Quelque chose qui est étrange et mystique. Et il existe des centaines de yokai. Je pense que c'est un terme que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vu, qu'on a souvent entendu même dans des mangas, des animés, des jeux vidéo. Et on retrouve des mentions de yokai dans plein de légendes même très anciennes qui datent du Moyen-Âge, dans des peintures, des sculptures, des estampes qui datent d'il y a des centaines d'années littéralement. Et une chose à savoir sur les yokai, c'est qu'ils n'ont pas tous la même nature. Certains sont malveillants, certains sont bienveillants, certains sont dangereux, certains vont apporter de la chance. En fait, il y en a de toutes les sortes. Mais celui dont on va parler aujourd'hui ne fait pas partie des yokai bienveillants. Imaginez que vous êtes seul chez vous la nuit, il fait sombre, vous êtes dans votre lit tranquille, il n'y a pas un seul bruit dans votre maison. Lorsque tout d'un coup vous entendez quelque chose qui semble se rapprocher de vous, vous guettez la moindre ombre qu'il y a dans votre chambre parce que vous êtes effrayé que quelque chose arrive, lorsque d'un coup vous apercevez dans l'entrebâillement de la porte de votre chambre une tête de femme. Mais quelque chose ne va pas avec cette femme. À mesure qu'elle s'approche lentement de vous, qu'elle serpente près de vous, vous voyez que sa tête, elle est en fait reliée à un très long cou, qu'elle n'a pas de corps et qu'elle serpente jusqu'à vous comme un serpent. C'est ce qu'on appelle un rokurokubi. Le rokurokubi, c'est donc généralement une femme qui, dans la journée, a un corps tout à fait ordinaire, mais une fois que la nuit tombe, son corps physique, donc son torse, ses jambes, ses pieds, vont rester à l'endroit où elle s'est endormie, mais son cou va s'allonger, s'allonger, s'allonger jusqu'à des kilomètres de distance, avec sa tête au bout de ce cou-là, généralement pour aller tourmenter dans la nuit des hommes et leur jouer des tours. D'ailleurs, certains rokurokubi n'ont pas conscience d'être des yokai, et donc ils ont pensé au réveil que ce qui s'était passé pendant la nuit n'était juste qu'un mauvais rêve, et ne vont donc pas réaliser que leur cou s'était allongé pour aller visiter certaines personnes. La légende dit que si on devient un rokurokubi, c'est qu'on a été victime d'une malédiction. Une femme peut le devenir si par exemple elle a trompé son mari, mais il arrive très souvent et même dans la plupart des cas qu'elle soit maudite par procuration par une erreur qui a été commise par son frère ou son mari. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle le patriarcat. Voilà, c'est la faute d'une femme même si elle n'a rien fait. Et d'ailleurs, side note, mais oui, le patriarcat est présent dans tellement de légendes, en fait, c'est la base de énormément d'histoires, légendes avec des créatures, légendes d'horreur ou pas, voilà. Les femmes subissent même dans le monde de l'horreur. Cette malédiction par procuration devait donc pousser les hommes à bien agir et voilà, ne pas créer d'ennui à personne, pour du coup ne pas créer d'ennui à leur famille. Mais il existe aussi une autre origine à la malédiction du rokurokubi, et elle est liée au bouddhisme. Le rokurokubi serait donc un être humain qui aurait transgressé des principes bouddhistes tout simplement. Ce yokai va donc tourmenter d'autres personnes malveillantes qui auraient transgressé les principes bouddhistes, en espérant obtenir la rédemption et pouvoir redevenir un humain. Chose importante, mais on trouve des traces des rokurokubi historiquement depuis l'époque de l'Edo. Donc c'est une époque qui a duré de 1603 à 1868. Ce yokai est d'ailleurs lié à l'histoire d'un autre yokai qui s'appelle le Nokekubi, qui est aussi un être humain complètement ordinaire la journée, mais quand la nuit se lève, sa tête ne va pas s'allonger avec son cou, mais se détacher entièrement de son corps et va pouvoir parcourir des distances encore plus grandes, des kilomètres et des kilomètres, et ce pour aller rechercher de potentielles victimes. Mais la différence avec les rokurokubi, c'est qu'ils sont bien plus dangereux, ils vont être extrêmement violents dans leurs attaques auprès de leurs victimes. Ils peuvent mordre, dévorer et même sucer le sang de leurs victimes. Mais leur point faible réside dans le fait qu'ils doivent rentrer avant les premières lueurs du jour, parce que s'ils ne retrouvent pas leur corps avant, eh bien la tête mourra et le corps entier et l'être entier mourra avec. Donc il peut être assez simple de combattre ce yokai là, tout simplement en cachant son corps la nuit, donc le torse et les jambes, comme ça le yokai ne pourra pas le retrouver et mourra. La deuxième légende dont j'aimerais parler et qui m'a fascinée en fait, parce que je suis tombée sur une vidéo TikTok qui représentait cette sorte de créature, c'est la légende de Ashisha Kusama. Ashisha Kusama, elle est considérée comme la Slenderman femme du Japon. Mais avant de vous expliquer ses spécificités et en fait d'où vient cette légende et comment est cette créature-là, il faut que je vous raconte l'histoire qui est liée à Ashisha Kusama et son apparition. Pour simplifier l'histoire, je vais nommer la personne qui raconte ce qu'elle a vécu avec cette entité-là. Donc on va l'appeler Hiroto, parce qu'il s'agit d'une personne japonaise.
Hiroto raconte que ses grands-parents habitent depuis toujours au Japon et bien que lui n'y réside pas du tout à l'année, il passait tous ses étés étant enfant chez ses grands-parents au Japon. Ils habitaient dans un tout petit village vraiment idyllique au Japon, toujours ensoleillé, et il passait ses meilleurs étés là-bas. Ils avaient vraiment une jolie et grande maison, un très très grand jardin, bref, c'était le rêve pour un enfant. Chaque fois qu'il arrive au Japon, ses grands-parents l'accueillaient à bras ouverts, ils le gâtaient, c'était les meilleurs grands-parents du monde. Et évidemment, ils le gâtaient énormément parce qu'il était leur seul petit enfant. La dernière fois qu'il a vu ses grands-parents, c'était quand il avait 8 ans. Comme d'habitude, ses parents l'ont déposé chez ses grands-parents. Et il passait chaque jour à s'amuser dans le jardin pendant que ses grands-parents étaient dans la maison. Et il adorait s'allonger sur l'herbe pendant les journées très chaudes au Japon. Il pouvait observer les nuages, se laisser bercer par la chaleur du soleil sur sa peau. Mais lors de l'une de ces belles après-midi, à passer son temps allongé sur l'herbe, quelque chose a changé. Il venait de se lever et il entendait une sorte de bruit un peu étrange et lointain. Une sorte de bruit répétitif. C'était dur de savoir d'où le bruit venait, il pensait au début que c'était peut-être un bruit de ruisseau, de goutte d'eau, quelque chose qui tapait sur quelque chose. Mais au plus il écoutait et au plus il entendait que c'était une voix très profonde, masculine, une voix grave, qui prononçait le mot « po ». Il a regardé tout autour de lui pour savoir d'où le bruit venait et c'est là qu'il a remarqué un grand chapeau de paille qui était posé en fait au-dessus de la barrière qui délimitait le jardin de ses grands-parents. Mais en y regardant de plus près, il s'est rendu compte que le chapeau n'était pas posé sur la barrière qui était très très haute, mais en fait il était derrière la barrière. Comme si quelqu'un portait ce chapeau, ce qui lui a paru un peu bizarre puisqu'il aurait fallu que la personne soit vraiment extrêmement grande. La barrière devait mesurer genre 2,50 m, donc il aurait vraiment fallu que la personne soit géante ou qu'elle se tienne sur des très hauts talons ou quelque chose pour qu'elle soit aussi grande. Le bruit venait de là, il en était sûr. Et au moment où il a commencé à s'approcher, il a vu le chapeau se stopper et s'arrêter devant l'interstice de 2 barrières, et il a vu le visage d'une femme le regarder à travers. La seule pensée qui a traversé Hiroto à ce moment-là, c'est que elle devait être soit une femme très très grande, soit une femme qui portait de très hauts talons. Et la seconde d'après, elle partait déjà et le bruit et le bruit qu'elle faisait s'éloignait petit à petit. Il était vraiment décontenancé par cette rencontre et il a décidé d'aller en parler à ses grands-parents parce que c'était quand même un peu bizarre. Et les grands-parents n'y ont pas vraiment prêté plus d'attention que ça jusqu'à qu'il mentionne le bruit que la dame faisait. À l'instant où il a donné cet élément, les deux se sont figés. Sa grand-mère avait l'air vraiment hyper effrayée. Son grand-père l'a alors bombardé de questions. Quelle taille elle faisait, d'où elle venait, est-ce qu'elle lui avait parlé, est-ce qu'elle avait vu, comment il avait réagi en la voyant. Il a ensuite foncé dans le couloir pour appeler quelqu'un et il a demandé à la grand-mère de protéger Hiroto et de prendre soin de lui et de surtout bien le surveiller avant qu'il ne revienne. Avant qu'il parte, Hiroto a demandé à son grand-père mais qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils s'agitaient, pourquoi ils avaient l'air tous les deux soudain effrayés. Et la seule chose que son grand-père lui a dit c'est « Tu as été choisi par Ashisha Kusama ». Sa grand-mère lui a expliqué qu'une chose hantait leur village. Une chose que tout le monde appelait Ashisha Kusama en rapport avec sa taille, parce que ça veut dire environ 2,50 m en japonais. Ça prend l'apparence d'une femme qui fait ce bruit très étrange, avec une voix grave. Parfois elle ressemble à une vieille dame qui porte un vieux kimono, et parfois elle ressemble à une jeune femme qui porte une longue robe de funérailles blanche. Mais une chose qui ne change jamais, c'est sa taille et le bruit qu'elle fait. La légende raconte qu'il y a très longtemps, des moines avaient réussi à emprisonner Ashisha Kusama dans un vieux bâtiment du village, en l'emprisonnant entre 4 statues religieuses, mais elle avait fini par s'échapper. La dernière fois qu'elle avait été vue dans le village remontait à il y a 15 ans. Et le pire dans cette légende, c'est qu'elle raconte que si on croise un jour Ashisha Kusama, on est destiné à mourir dans les jours qui viennent. Le grand-père d'Hiroto est revenu un petit peu plus tard, mais pas seul, il était accompagné d'une vieille petite dame qui s'appelait Kei-san. Elle a donné à Hiroto un vieux bout de parchemin qu'elle lui a demandé de ne jamais laisser et de toujours garder en main avec lui, puis elle est montée à l'étage avec le grand-père. À ce moment-là, Hiroto a commencé à vraiment avoir peur en voyant les proportions que toute cette histoire prenait. 1 heure passe et son grand-père et Kei-san l'appellent pour lui demander de venir à l'étage dans la chambre. Les fenêtres avaient toutes été recouvertes de vieux journaux sur lesquels ils avaient inscrit des vieilles runes, donc la pièce était sombre, elle paraissait vraiment inquiétante. Et Hiroto se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il y avait aussi 4 petits bols remplis de sel aux 4 coins de la pièce et une statue de Bouddha en son centre. Kei-san a alors donné des informations très importantes à Hiroto. Elle lui a dit « Tu dois bien écouter tout ce que je vais te dire. Tu dois m'écouter à la lettre. Tu vas devoir rester dans cette pièce jusqu'à demain matin et tu ne devras sous aucune circonstance en sortir jusqu'à 7 h du matin. Tes grands-parents ne t'appelleront pas, ils ne te parleront pas et ils ne viendront pas te voir jusqu'à qu'il soit 7 h du matin, donc tu ne dois pas sortir de cette chambre. » Elle avait parlé d'une façon si sérieuse que Hiroto l'a écoutée sans même rien dire.
Son grand-père lui a ajouté qu'il devait prier Bouddha s'il se passait quoi que ce soit, qu'il devait garder en main le parchemin que Kei-san lui avait donné, et comme ça ils sont partis et Hiroto a fermé la clé derrière eux. Il s'est donc retrouvé tout seul. Donc il a essayé un petit peu de regarder à la télé, de manger, mais évidemment il n'avait absolument pas faim parce qu'il était juste trop stressé et angoissé par toute cette histoire qu'il comprenait à peine. Il se sentait comme un prisonnier, mais malgré tout, il a fini par s'endormir de fatigue. Il s'est réveillé peu après 1h du matin parce qu'il entendait une sorte de bruit au loin. Quelque chose était en train de taper contre les carreaux de la fenêtre. Son cœur battait tellement fort, tellement il avait peur, et il a essayé de se rassurer en rationalisant et en se disant que c'était sûrement une branche qui tapait contre la fenêtre. Il a rallumé la télé pour couvrir le bruit et se rassurer, et ce bruit a finalement fini par s'arrêter. Quelque temps après, c'est au moment où le bruit de tapotement a cessé qu'il a entendu peu de temps après son grand-père l'appeler. Il lui demandait si tout allait bien. Il a ajouté que s'il avait peur, il n'était pas obligé de rester seul et qu'il pouvait venir entrer dans la pièce pour lui tenir compagnie et ne pas avoir à vivre ça seul. Hiroto, évidemment, était super content, il a souri, il a foncé vers la porte parce qu'il s'était dit mais enfin je ne serai plus tout seul, enfin je serai plus effrayé et c'est fini. Mais il s'est stoppé net. Il avait la chair de poule de partout. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. La voix de son grand-père lui paraissait bizarre, comme si elle était un peu modifiée, comme si c'était pas vraiment son grand-père qui parlait. Son grand-père a insisté et demandé à Hiroto d'ouvrir la porte, et c'est là qu'Hiroto a vu les bols de sel se transformer, le sel devenait noir. Il s'est éloigné de la porte, il tremblait de peur, et il s'est mis devant la statuette de Bouddha et il a prié, prié, prié. La voix derrière la porte s'est transformée et s'est mis à faire le bruit que Ashisakusama faisait. Le bruit de peau, répété, répété, répété. Et ce pendant toute la nuit. Hiroto a passé la nuit à pleurer et prier et pleurer et prier. Et finalement, 7h du matin est enfin arrivé. Il a ouvert prudemment la porte de la chambre et sa grand-mère et Kei-san étaient là. Il était tellement soulagé. Sa grand-mère a fondu en larmes. Elle était tellement heureuse qu'il ne soit rien arrivé à Hiroto. Il est descendu au rez-de-chaussée de la cuisine et il a eu la surprise de voir ses parents qui étaient en compagnie de son grand-père. Ses parents évidemment étaient venus le voir parce que la situation était très grave. Mais tout n'était pas fini pour autant. Son grand-père l'a pressé de venir dehors devant la maison et un grand van noir l'attendait dans l'allée. Il y avait également 9 hommes qui étaient présents et on l'a fait asseoir au milieu dans le van. Et tous ces hommes sont rentrés dans le van également. C'était Kei-san qui conduisait le van et l'un des hommes à côté d'Hiroto lui a dit que tout irait bien, qu'il fallait juste qu'il baisse la tête, qu'il ferme les yeux et que ça allait aller. Ses grands-parents et ses parents les suivaient à l'avant et à l'arrière du van en voiture et tout le monde s'est mis en route et roulait très lentement. Après un certain temps, Kei-san a pris la parole et a dit que c'était ici que les choses allaient devenir compliquées. Elle a commencé à chuchoter une prière et c'est là que de nouveau Hiroto a entendu le bruit de Ashisakusama. Ce bruit répétitif qu'elle faisait et qui l'effrayait tellement. Il a gardé la tête baissée, mais il a quand même ouvert les yeux pour jeter un coup d'œil à travers la fenêtre. Et il l'a vue. Il voyait une robe blanche flotter juste à côté de la fenêtre de la voiture. Elle marchait littéralement au rythme de la voiture. C'était Ashisakusama. Et d'un coup, elle s'est tordue pour se baisser et faire apparaître son visage devant celui d'Hiroto à travers la fenêtre. Et Hiroto, évidemment, a sursauté, vision d'horreur en fait. Et un des hommes à côté de lui a hurlé de fermer ses yeux et de ne pas les rouvrir. Donc il les a fermés aussitôt et la voix de Ashisakusama est devenue de plus en plus forte et elle commençait à taper contre la voiture. Les hommes autour de Hiroto étaient assez agités, ils chuchotaient entre eux, ils se parlaient, ça se voyait qu'ils étaient pas bien. Ils ne pouvaient pas voir ni entendre l'entité, mais ils pouvaient l'entendre taper contre les carreaux de la voiture. Kei-san s'est mis à prier plus fort et la tension dans le van était insoutenable. Après un petit moment, les bruits de tapotement contre la voiture se sont entièrement arrêtés et Kei-san s'est arrêté et a décrété que maintenant il devait être safe. Hiroto a donc pu monter dans la voiture de ses parents et ils ont tout simplement conduit jusqu'à l'aéroport. Avant de partir, Kei-san a demandé à Hiroto de lui montrer le bout de parchemin qu'elle lui avait donné au tout début. Et en ouvrant sa main, il a vu que le papier était devenu entièrement noir, signe qu'il était maintenant en sécurité. Un peu comme si le parchemin avait absorbé le mal qu'avait projeté Ashisakusama sur Hiroto. Après ça, ils ont pu prendre leur vol, ils étaient enfin soulagés, les parents également, et tout était bien, qui finissait bien. Un petit peu plus tard, son père lui a expliqué que tous les hommes qui étaient dans le van avec lui, c'était en fait des hommes qui faisaient partie de sa famille, ils étaient tous reliés par le sang, et c'était une tactique qu'ils avaient fait pour un peu brouiller les pistes et brouiller l'esprit de Ashisakusama, comme ça elle ne pouvait pas savoir où Hiroto était exactement et elle ne pouvait pas le prendre avec lui, puisqu'il était entouré de la présence d'autres personnes de sa famille, que ce soit à l'avant de la voiture, à l'arrière ou même dans le van. Hiroto raconte à la fin de ce témoignage qu'il n'a jamais pu remettre un pied au Japon parce que c'était trop dangereux et que du coup il n'avait jamais pu revoir ses grands-parents. J'aime trop l'histoire de Ashisakusama, je l'ai trouvée hyper intéressante, surtout en fait la façon dont l'entité est représentée physiquement. Et chose à savoir, c'est le fait que Ashisakusama n'est pas une légende
du folklore japonais, on va dire de façon historique comme le Rokurokubi, puisque c'est une légende urbaine qui est née en fait en 2008. Comme je le disais au tout début, elle est souvent décrite comme la Slenderman japonaise, en fait femme, version femme, évidemment de par son apparence puisqu'elle est très très grande, mais aussi du fait que elle est très souvent reliée dans ses histoires aux enfants et au fait de ramener des enfants avec elle, de voler l'âme des enfants, de kidnapper des enfants, bref. Et je voulais raconter cette histoire parce que déjà non seulement elle est très intéressante, mais aussi parce qu'en fait c'est au-delà d'une légende urbaine, une légende qui a vraiment pris énormément de place dans la culture pop japonaise. Et cette histoire, elle a été vue et revisitée, mais de tellement de façons différentes, que ce soit dans des animés, des mangas, des jeux vidéo aussi. Dans toutes les histoires et les illustrations, elle est donc représentée comme une très très grande femme qui mesure environ 2,50 m. Elle a de très longs cheveux noirs qui vont jusqu'en bas de son dos et qui couvrent aussi d'ailleurs parfois un peu son visage. Un peu en fait cette image, typique qu'on a des entités japonaises féminines avec un visage très pâle, des vêtements amples, blancs, des cheveux noirs qui vont sur le visage, genre littéralement la meuf dans The Ring. Ses yeux sont décrits comme vides d'âme et elle arbore très souvent un long sourire vraiment dérangeant. Ce qui est assez intéressant, c'est que selon certaines versions et représentations de Ashisha Kusama, elle aurait potentiellement des capacités de shape-shifting, donc se transformer, se métamorphoser en quelque chose d'autre pour tromper ses victimes, parfois se donnant l'apparence d'une femme complètement ordinaire ou même d'un membre de la famille ou d'un proche, peu importe, pour qu'elle puisse te manipuler et mieux te choper en fait. Ashisha Kusama a cependant des racines, on va dire un peu historiques, de légendes historiques japonaises, puisqu'elle est inspirée d'un certain type d'entité qui s'appelle des Onryo, qui sont donc la plupart du temps des entités féminines, qui sont animées par une vengeance extrême et qui sont vraiment assoiffées par une rage et une haine immense pour tourmenter leurs victimes. Les Onryo, ça me fait par exemple penser au jeu Phasmophobia, qui est un jeu où en gros on doit détecter quelle entité se cache parmi certains indices qui sont dans des maisons que tu dois aller explorer. En fait, c'est des enquêtes paranormales tout simplement. Et il y a l'entité Onryo présente dans le jeu, qui est assez intéressant je trouve. Il y a aussi les yokai, donc voilà, ils ont séparé les deux. Et c'est cette légende des Onryo qui a notamment inspiré le personnage de Sadako dans The Ring. C'est aussi cette légende qui a inspiré le personnage de Lady Dimitrescu, donc dans Resident Evil Village. Je pense que j'ai prononcé son prénom archi mal, mais it's ok. Ou aussi le personnage de Kayako dans The Grudge. Je trouve qu'en règle générale, les légendes japonaises horrifiques sont hyper bien construites en fait et sont hyper intéressantes. Ils ont vraiment un lore et une façon de représenter l'horreur qui est vraiment unique à part entière, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment excellent. La troisième entité dont on va parler, c'est le Silbon. El Silbon, c'est une véritable légende qui a émergé au milieu du 19e siècle au Venezuela, en Colombie et dans l'Océanos. Cette partie-là, c'est une vaste plaine herbeuse qui se trouve justement entre le Venezuela et la Colombie et qui possède donc des grands espaces de savane, de marécages, d'agriculture, d'élevage, etc. Et l'histoire de cette légende d'El Silbon change un peu selon l'endroit où on se trouve. Et je la trouve à chaque fois hyper intéressante. Notamment parce qu'on n'a pas forcément d'équivalent, je pense, en Europe, ou peut-être que si, mais j'en connais pas. Très souvent, des histoires, des légendes, des cryptiques comme ça vont avoir un petit peu la même base d'histoire, mais vont changer de nom selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Par exemple, les banshees, les femmes blanches, les lavandières, etc. Ou même les légendes des skinwalkers, les doppelgangers. Selon le pays où on se trouve, le nom va changer et la légende va un peu changer dans quelques détails par-ci par-là. Mais la légende d'El Silbon, j'ai trouvé vachement unique et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Dans la légende de l'Océanos, El Silbon, c'était un jeune fermier qui était complètement pourri, gâté et franchement pas une très bonne personne, qui un jour a demandé à son père de lui cuisiner de la viande de gibier. Et après s'être rendu compte que son père ne lui avait cuisiné aucune viande, il s'est énormément énervé et a décidé de tuer violemment son père. Il lui a retiré les entrailles pour les cuisiner et les servir à sa mère et à lui-même. Quand sa mère s'est rendue compte qu'elle était en train de littéralement manger son mari, ça l'a tellement dégoûtée, écœurée et effrayée qu'elle a jeté un sort de malchance contre son fils. Son grand-père a découvert tout ça et il a décidé de torturer très longuement son petit-fils en le fouettant et en lui mettant du sel dans ses blessures pour faire perdurer la douleur. Et à la fin, il a lâché 2 gros chiens sur lui pour le dévorer. Après sa mort, le jeune fermier serait devenu un esprit malveillant qui porte sur son dos un gros sac rempli des os de son père. Et il est connu et craint pour attaquer et tuer n'importe qui s'approcherait de lui, même les personnes innocentes, et les déchiqueter violemment et garder leurs os pour les ajouter à son sac.
Dans la version vénézuélienne, le jeune fermier n'était pas une mauvaise personne, c'était en fait un fermier qui aidait énormément son père à la ferme, mais qui a lui aussi décidé un jour de tuer son père parce que celui-ci avait tué sa femme, parce qu'il estimait qu'elle n'était pas assez bien pour son fils, parce que c'était une prostituée. Son grand-père, qui a su que son petit-fils avait tué son père, a fait venir des gens du village pour aller torturer son petit-fils. Et encore une fois, il a fait lâcher des chiens sur lui pour le dévorer. Il a malgré tout réussi à s'enfuir dans la jungle, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Des gens disent que son esprit est devenu une âme condamnée, contraint à tuer les alcooliques et les gens qui commettent des adultères, et effrayer et attaquer quiconque entendrait son sifflotement inquiétant. Dans la version colombienne, El Silbón a vraiment la même histoire à peu près que la légende vénézuélienne, à la différence que ses victimes sont principalement des ivrognes. El Silbón parcourait les campagnes de la Colombie, et notamment proche de l'Océanos, surtout pendant les nuits pluvieuses de mai à juin, et ce du coup pour attaquer les personnes alcooliques et les malfaiteurs. Deux choses qui ne changent jamais, peu importe les versions qui sont racontées selon le pays dans lequel on se trouve, c'est le fait que El Silbón parcourt toujours les campagnes et les espaces ruraux à la recherche de potentielles victimes, et qu'il peut être identifié par son sifflotement qui indique sa présence. Si le sifflotement d'El Silbón semble très proche de vous, c'est que celui-ci est vraiment très loin, donc vous êtes à peu près safe. Par contre, si son sifflotement vous semble très lointain, c'est que là, il est tout près de vous. Concernant son apparence, il est décrit comme un homme vraiment très très grand. Vraiment entre 6 mètres et 12 mètres de haut. Il est vraiment émacié, squelettique, habillé de vieux vêtements de fermier qui sont complètement déchirés, et tenant du coup un sac en toile pour conserver les os de ses victimes. Selon les versions, quand El Silbón trouve une victime, il va plonger son bras squelettique dans la gorge de sa victime et sortir ses os un à un, jusqu'à que le corps ne soit plus qu'un espèce d'amas de chair en bouillie. Et en gardant les os dans son baluchon, ça empêche le repos éternel de ses victimes. Il peut aussi également s'arrêter sur le palier des maisons et à ce moment-là sortir les os un à un de son sac pour les compter. Et si le ou les habitants de la maison ne sont pas attentifs et ne l'écoutent pas faire ou ne le regardent pas faire, dans ce cas-là, ils seront condamnés à mourir. Son seul point faible reste sa haine contre les chiens, donc les chiens en général l'effraient, et c'est assez courant que les personnes, surtout les personnes superstitieuses de ces pays-là, le soir quand ils doivent par exemple faire des tours dans la campagne, préfèrent garder un chien avec eux au cas où ils rencontreraient El Silbón. Et dans la culture, un fouet et un piment également permettent d'éloigner El Silbón. Il faut savoir aussi que dans ces pays, El Silbón, c'est vraiment une entité qui est extrêmement respectée. C'est une histoire qui est importante dans leur culture, puisque c'est l'un des esprits les plus effrayants de leur culture. Et certains n'osent même pas prononcer son nom la nuit. J'ai raconté mes 3 légendes préférées de différentes cultures, différents pays, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une certaine nationalité, que vous venez d'un certain pays, à la raconter une légende effrayante qui ferait partie de votre pays. C'est toujours intéressant de partager sa culture avec les autres de cette façon. Et voilà, bisous à tous!